Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est la continuation de ce que j'avais abordé il y a quelques mois quand j'avais parlé de l'histoire de la physique depuis l'époque des Grecs jusqu'à nos jours, c'est-à-dire jusqu'à la relativité d'Einstein, la mécanique quantique, etc. Et dans ce que j'avais parlé à l'époque, j'avais évoqué dans un chapitre les enseignements, j'avais évoqué un peu de quels sont les enseignements qu'on pouvait tirer de la démarche scientifique et en quoi cette démarche scientifique devait être constructive et devait se différencier surtout d'une démarche métaphysique qui mélangerait un certain nombre de concepts et qui utiliserait la science à d'autres fins que pour, disons, élaborer des découvertes scientifiques. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est approfondir un peu plus cette réflexion en traitant de façon un peu plus approfondie cette notion de démarche physique et démarche métaphysique, et en quoi ces deux démarches se différencient-elles, bien entendu dans les grandes lignes, et je ne vais pas faire un cours de métaphysique ou de physique, mais je voudrais essayer de dégager les grands principes de la démarche qui est suivie par les scientifiques et particulièrement les physiciens lorsqu'ils élaborent des théories scientifiques, et comment cette démarche scientifique, en quoi elle est complètement différente d'une démarche métaphysique qui, elle, a ses propres règles, et sans faire de préjugés sur l'une ou sur l'autre, mais l'objectif étant, c'est la conclusion à laquelle je voudrais arriver, la conclusion étant de dire que chaque démarche a son domaine d'activité et chacune doit opérer sans interférer avec l'autre démarche, et il ne faut pas essayer de mélanger des approches scientifiques avec des approches métaphysiques et réciproquement. Voilà en gros l'objectif de mon intervention d'aujourd'hui. Et donc, pour quelle raison j'ai voulu parler de cela? Eh bien, parce que nous constatons que, bien entendu, depuis les origines, comme je l'avais dit la dernière fois, depuis l'époque des Grecs, il y a eu beaucoup de dérapages qui sont dus, en fait, à une mauvaise interprétation de la démarche physique, et qui a un petit peu donc mélangé cette démarche scientifique avec la démarche métaphysique, et il y a eu beaucoup de dérapages, que j'appelle des dérapages, ça veut dire il y a eu beaucoup de faits importants, graves même, qui se sont produits, notamment des condamnations de physiciens. J'avais cité le cas de Giordano Bruno, qui a été brûlé vif parce qu'il a affirmé, suite à des découvertes, à des expériences scientifiques, il a affirmé que la Terre n'était pas à l'origine de l'univers, et donc il n'a rien fait d'autre que de faire des expériences et d'arriver à cette conclusion-là. Mais malheureusement, avec l'Église de l'époque, on a considéré qu'il a empiété sur le domaine de la disons, théologie, et que ces conclusions n'étaient pas acceptables par les gens de l'Église, et il a fini donc brûlé vif, tout simplement. Donc ça, c'est un exemple très parlant. Aujourd'hui même, donc, il ne faut pas supposer que c'est un phénomène qui est uniquement de l'histoire, mais aujourd'hui également, on constate que ce mélange entre les deux concepts, scientifique et métaphysique, continue malheureusement encore, et peut-être pas de la même façon, puisque maintenant il n'est plus question de remettre en question des découvertes scientifiques, hein, parce que la science a tellement évolué qu'on ne peut plus se permettre d'avancer des arguments de ce type-là, mais on voit peut-être une autre tendance
qui est un peu l'inverse de ce qu'on a vu dans le passé, c'est-à-dire qu'on voit plutôt des découvertes scientifiques prouvées qui sont extrapolées par d'autres acteurs pour les exploiter à des fins qui ne sont pas des fins scientifiques. Et on essaie de les extrapoler pour expliquer des phénomènes métaphysiques ou autres. Je peux citer l'exemple du fameux Big Bang, hein, puisque ce fameux Big Bang, j'en parlerai encore pas mal cette fois-ci. Eh bien, vous savez que donc, le Big Bang est apparu il y a 13,7 milliards d'années, et avec le développement des moyens de mesure actuellement, on a pu faire des observations, notamment grâce à des satellites, on a pu faire des observations de comment était l'univers il y a plusieurs milliards d'années. Et parmi ces observations, il y en a une qui a été faite en 1992, qui a affirmé que, soi-disant, voilà, on a fait des photographies de l'univers il y a à peu près 380 000 ans après le Big Bang. Et alors, avec cette découverte-là, beaucoup ont parlé, notamment des moyens, disons les médias, la presse, etc. Ils ont dit qu'on a trouvé, on a fait une image à haute définition du visage de Dieu, et on a essayé d'extrapoler cette connaissance donc, scientifique et cette expérience scientifique en l'interprétant de manière donc métaphysique, et chose qui n'est pas tout à fait l'objectif de l'expérience qui a eu lieu. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, même maintenant, qu'on voit donc de nos jours, en France par exemple, il y a des physiciens et des mathématiciens qui s'appellent les frères Bogdanov, donc qui sont très actifs sur les médias et qui ont des sites de vulgarisation scientifique, et qui, eux aussi, donc, essayent d'interpréter des phénomènes physiques. Ils ont sorti un livre qui s'appelle donc Le visage de Dieu, qui a eu un très grand succès en France dans les années 70, et qui donc essaye d'interpréter des découvertes scientifiques pour dire que voilà, on a la preuve qu'il y a un horloger qui a donc été à l'origine du mouvement des planètes et tout ça. Donc, le principe, c'est qu'on utilise aujourd'hui beaucoup des découvertes scientifiques et des théories scientifiques pour les interpréter en faveur d'interprétations qui ne sont pas du domaine scientifique. Donc, on essaye de dire aussi que toutes les découvertes scientifiques d'aujourd'hui sont déjà inscrites dans les textes religieux, sacrés, etc. On a aussi un exemple malheureux qui s'est déroulé à l'université de Sfax, de la fameuse étudiante qui a qui a fait une thèse sur le fait que la Terre est plate, et qui a donc passé 2 ou 3 ans de travail, de thèse, pour essayer d'expliquer et de trouver une interprétation à cette théorie-là, pour donc contredire un peu des affirmations scientifiques qui peut-être viendraient contredire certaines croyances religieuses. Voilà, donc pour conclure, je voudrais conclure cette introduction, je voudrais dire que cette, disons, différence entre le raisonnement physique et le raisonnement métaphysique, cette différence, elle est encore actuellement d'actualité, et il est important donc d'en parler et de bien expliquer où se situe le domaine de l'un et de l'autre, pour bien pour éviter un peu de faire cet amalgame entre les deux théories, et donc de dire que, en fait, la conclusion principale, c'est de dire que la métaphysique ne peut pas parler, par exemple, de l'origine de l'univers en invoquant
un raisonnement physique. La métaphysique, comme je vais l'expliquer, elle peut affirmer pas mal de choses, que l'univers est infini, etc., mais pas en invoquant des théories physiques qui n'ont pas été prouvées jusqu'à maintenant. Et de son côté, donc, la science elle-même ne peut pas parler, et elle s'interdit de parler de phénomènes de création de l'univers et de la généalogie de la création de l'univers. Elle ne peut parler que de l'évolution qui a eu lieu au sein de l'univers à partir d'un certain temps, et donc ce temps-là peut reculer d'année en année, mais elle ne peut parler que de déroulement d'observations qu'elle essaie d'expliquer. Donc chacun a son domaine et on ne peut pas mélanger l'un par rapport à l'autre, et c'est un peu l'objet de ce que je voudrais parler aujourd'hui. Voilà, donc je parlerai, structurerai cette présentation en 3 parties. La première, je vais parler de la démarche scientifique, expliquer en quoi elle consiste et comment on peut donc bien cerner les limites de la démarche scientifique. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la démarche métaphysique. Et la troisième partie, c'est une comparaison des deux avec quelques exemples pour bien illustrer où se situent les différences dans ces deux démarches-là. Voilà, donc je commencerai par la première partie, la démarche scientifique. Et donc je voudrais rappeler que la démarche scientifique, j'en avais parlé la dernière fois un peu rapidement, la démarche scientifique, elle part d'observations, de phénomènes, elle mesure ces phénomènes-là, elle fait des hypothèses pour essayer d'interpréter ces phénomènes, elle dispose d'outils de calcul également pour interpréter ces phénomènes, et à l'aide de ces 3 éléments, donc l'observation, les hypothèses et les outils de calcul, elle arrive, la démarche scientifique, à des conclusions, à des théories, des lois fondamentales qui permettent d'expliquer les phénomènes. Donc voilà un peu le cœur même de la démarche scientifique, donc observation, hypothèse, calcul et conclusion sur une théorie ou une loi physique. Alors avec cette théorie, cette loi physique, il y a maintenant plusieurs utilisations possibles de cette loi-là. La première utilisation, qui est la plus courante, disons, et à laquelle on pense le plus, c'est que cette théorie scientifique va expliquer des observations qui ont été jusqu'à maintenant donc, constatées, mais qui n'étaient pas expliquées de façon donc, scientifique. Je donne l'exemple de la poussée d'Archimède. Donc voilà, à un certain moment, on savait que quand un corps est immergé, il y a une poussée qui est appliquée sur ce corps-là. C'est ce qui explique que les barques, les navires et tout ça peuvent donc naviguer correctement. Mais on n'avait pas la théorie physique qui expliquait cela. Et donc, avec Archimède, on a pu donc, disons, démontrer et expliquer avec donc, la loi de la poussée d'Archimède. Donc c'est le poids du volume immergé, du volume d'eau immergé qui fait cette poussée qui permet de faire flotter les corps sur l'eau par exemple. Donc on explique un phénomène qu'on connaissait avant mais qu'on n'avait pas pu expliquer de manière rationnelle. Ça c'est la première, disons, utilisation des théories scientifiques. Mais il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus surprenantes. La deuxième étant qu'une théorie scientifique peut venir contredire des observations. Donc ça peut sembler un peu moins évident. Pourquoi et comment elle peut contredire des observations? Je donne 2 exemples. Le premier, c'est les deux d'ailleurs avec Galilée, peut-être un peu avec Newton. Avec Galilée, donc Galilée c'est le premier à avoir dit que les corps lourds et les corps légers tombaient à la même vitesse. Ça, c'était très surprenant à l'époque, puisque la moindre expérience qu'on peut faire avec un corps léger et un corps lourd
nous montre que le corps lourd tombe plus rapidement que le corps léger. Donc ça semble un peu contradictoire. Et effectivement, donc, cette théorie est venue contredire une observation. Et Galilée est venu expliquer comment, en tenant compte de la résistance de l'air, etc., et en faisant un raisonnement que j'avais expliqué la dernière fois, comment donc les corps lourds devaient tomber de la même façon que les corps légers. C'est un exemple. Le deuxième exemple, c'est toujours aussi avec Galilée, la loi d'inertie, avec Newton également, donc, qui consiste à dire que un corps soumis à une vitesse initiale, dans un référentiel qu'on appelle galiléen, poursuit sa vitesse de manière uniforme à l'infini. Donc là aussi, ça semble contredire l'observation, puisque quand vous faites une expérience, vous lancez une bille sur la table, bien sûr, après un certain temps, elle va s'arrêter, et donc on n'arrive pas à comprendre qu'un corps soumis à une vitesse initiale va continuer éternellement. Pourquoi? Parce qu'il y a la résistance, bien sûr, du support et tout ça. Et donc là, vous avez l'exemple de deux théories scientifiques qui viennent contredire une observation, et donc que ce qu'on peut donc en tirer, c'est que quand l'observation contredit la théorie, cela ne veut pas dire que la théorie est fausse. Donc il faut aller un peu plus loin et expliquer d'où vient la différence que la théorie contredit les observations. Donc ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas, c'est lorsque la théorie scientifique vient contredire une autre théorie scientifique. Et là, les exemples sont aussi nombreux, puisque, j'allais dire, c'est le propre même de la démarche scientifique, c'est qu'elle vient toujours améliorer les connaissances et faire évoluer les théories. L'exemple fameux, c'est la théorie d'Einstein, la relativité, qui a affirmé que le temps n'était pas universel et il dépendait de la vitesse du référentiel dans lequel on se trouve, alors qu'avec Newton, le temps était universel et c'était la variable t qui existait partout et qui était la même partout. Et donc là, il y a une théorie de la relativité qui a été donc émise au début dans les années 1905, relativité restreinte, et 1915, relativité générale, qui a contredit l'ancienne théorie, disons, qui affirmait que le temps était universel. Ça, c'est un troisième cas important. Quatrième cas, la théorie scientifique peut prédire des phénomènes qui ne sont pas observés jusqu'à maintenant. À l'aide de calculs, la théorie physique peut venir prédire des phénomènes qui vont venir ultérieurement. Donc là, on cite souvent le cas, je vais en parler après plus en détail, le cas de la découverte de la planète Neptune, qui est la seule planète du système solaire qui a été découverte par le calcul et pas par l'observation. On a fait des calculs, hein, je vais en reparler, et on a dit que voilà, il doit y avoir une planète qu'on a appelée Mercure, mais il doit y avoir une planète, sans la voir au télescope, qui devait se trouver à une certaine position qu'on a définie par le calcul, et après on a fait des observations et on a constaté que effectivement cette planète existait bien à cet endroit-là. Donc voilà un peu comment on peut prédire des phénomènes. Il y a aussi après d'autres découvertes, il y a le fameux boson de Higgs là, qui a été découvert dans les années 1920 je crois, et qui a été découvert donc, par le calcul également, et qui n'a pu être matérialisé et confirmé par l'expérience qu'une quarantaine d'années plus tard, lorsqu'on a pu disons, faire évoluer les outils de mesure au niveau du CERN à Genève, c'est un accélérateur de particules qui a pu découvrir l'existence de ce fameux boson de Higgs 40 ans
après l'avoir découvert par le calcul. Voilà, donc je récapitule, l'expérience physique, elle part d'hypothèses, d'observations et de calculs, elle aboutit à une théorie, et cette théorie-là, on peut en faire plusieurs choses. Elle peut venir soit pour expliquer des phénomènes qu'on observait déjà, soit elle peut venir contredire des observations a priori qu'on constatait sur le terrain. Elle peut aussi contredire une théorie précédente, et enfin, elle peut prédire des phénomènes qu'on n'observe pas à l'heure actuelle. Voilà un peu la démarche scientifique. Et donc, la conclusion, c'est que la démarche scientifique, comme vous le voyez, elle ne part pas de la simple observation-déduction. C'est-à-dire, on ne fait pas une simple observation d'un phénomène naturel, et à partir de là, on déduit une théorie. Il y a toute une chaîne de calculs, d'hypothèses qu'on peut faire sur le comportement de phénomènes, et au bout de ces calculs et de ces hypothèses-là, qu'on essaie de tester par l'expérience, on arrive à la théorie scientifique. Et donc, là aussi, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, et je vais essayer de vous l'expliquer en vous parlant de la démarche qu'on appelle la démarche inductive et de la démarche déductive, qui traite un peu de cette approche scientifique. Donc, la démarche inductive, c'est quoi? C'est une démarche qui consiste à dire, donc je fais des observations, je collecte des données, je fais l'interprétation de ces données et j'en déduis une théorie. Et donc, c'est disons, la démarche de base d'une physique qui est, j'allais dire simpliste, c'est peut-être pas le terme, mais qui n'est plus la démarche de la physique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne suffit plus aujourd'hui de faire des observations et de faire quelques mesures et quelques interprétations pour arriver à une théorie physique. La démarche d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Je vous donne un exemple de la démarche inductive. Quand on dit que l'eau bout à 100 degrés, en fait, pourquoi on dit ça? C'est parce qu'on a fait des mesures, on a fait bouillir l'eau plusieurs fois, et on s'aperçoit qu'effectivement, l'eau bout à 100 degrés, et on arrive à la conclusion, l'eau bout à 100 degrés. Alors que on sait bien que la température d'ébullition de l'eau, elle n'est pas toujours 100 degrés, elle dépend de pas mal de choses, de la pression atmosphérique, donc de l'altitude à laquelle on se trouve. Si on va en montagne, l'eau va bouillir à moins que 100 degrés, parce que la pression atmosphérique va baisser à ce niveau-là. Donc, il est quand même dangereux de dire, quand je fais une observation, même si je la répète plusieurs fois et que j'aboutis au même résultat, j'en conclus à une théorie scientifique. L'autre exemple, quand on dit que, bien sûr, historiquement, le soleil, on observe toujours que le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest, ce n'est pas une raison pour dire que c'est le soleil qui fait le tour de la Terre et qui se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. Ça, c'est le b.a.-ba. Donc, voilà un peu disons, les limites de cette démarche inductive, et donc les dangers que peut-être des pseudo-physiciens, si je peux dire, peuvent utiliser une telle démarche pour arriver à des théories scientifiques. Si on avait suivi une démarche inductive, on n'aurait pas découvert, comme Galilée, que les corps lourds et les corps légers tombaient à la même vitesse, hein, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'expérience, si vous faites l'expérience, eh bien, vous allez trouver exactement le contraire, et donc ça veut dire que la démarche inductive ne peut pas être utilisée en physique. Et je cite une des citations d'Einstein qui a dit que donc, les théories actuelles scientifiques ne peuvent pas être, disons, découvertes par la seule expérience. On ne peut pas faire une expérience et en déduire une théorie scientifique. Il faut aller à des calculs et à
des hypothèses qui vont au-delà de la simple observation de phénomènes naturels. Peut-être une autre, disons, limite, mais là c'est complètement à côté de la démarche physique. Hein. Je reviens à la théorie disons, au niveau des Grecs chez Platon, hein, l'expérience, le mythe de la caverne, qui dit que donc on ne peut pas connaître par l'observation des faits, on ne peut pas connaître l'origine des choses, et donc on ne peut pas arriver à l'être en lui-même. Bon, c'est une illustration, mais donc là aussi, au niveau de la métaphysique, parfois on dit que l'observation des phénomènes ne peut pas permettre la connaissance de la chose en soi et de la démarche et de des phénomènes en eux-mêmes. Et donc, cette démarche inductive n'est pas suffisante, et c'est pourquoi on va donc parler de la démarche déductive qui, elle, se prête plus à la démarche scientifique. La démarche déductive, elle part toujours d'observation, comme la démarche donc, inductive, on part d'observation toujours, mais là on fait on élabore des concepts a priori, des hypothèses qui nous permettront après de comprendre ces observations et d'expliquer les phénomènes qu'on va observer. Donc on fait des observations, on fait des concepts et des hypothèses a priori. Après, on fait des expériences pour tester est-ce que les hypothèses qu'on a faites sont, disons, observées ou pas. Et avec cela, on valide ces hypothèses et on arrive à la généralisation et à la théorie scientifique. Donc, je vous avais cité le cas de Neptune, de la découverte de Neptune, donc je vais vous donner cet exemple-là de façon plus approfondie ici. Donc, Neptune a été découverte au XIXe siècle. Et donc, vous allez voir que ce n'est pas une démarche donc, inductive, mais bien une démarche déductive qui a pu donc, être suivie pour arriver à la découverte de la planète Neptune. En fait, donc, on a commencé au XIXe siècle à faire des observations. Un certain Alexis Bouvard, qui est un astronome français, qui a donc commencé à faire des observations au télescope, et il s'est aperçu que la planète Uranus, qui était donc connue à l'époque, que la planète Uranus avait un mouvement qui comportait des irrégularités et qui ne pouvait pas s'expliquer par la théorie de la gravitation universelle qui était connue jusqu'alors. Et donc, il s'est posé la question, donc, pourquoi cette irrégularité du mouvement de la planète Uranus? Et il est parti de l'hypothèse, hein, je reviens au schéma de tout à l'heure, donc ça c'est l'observation, donc la trajectoire d'Uranus n'est pas, disons, n'est pas conforme à ce qu'on attendait, et l'hypothèse qu'il fait, c'est que le mouvement des planètes devait suivre la loi de la gravitation universelle. Ça, c'est l'hypothèse qu'il fait. Donc, il dit, je pars de cette hypothèse que c'est la loi de la gravitation de Newton qui doit régir le mouvement des planètes, et donc, comment, à partir de là, expliquer l'irrégularité du mouvement d'Uranus? Et donc, à partir de là, il est arrivé à des calculs, et d'autres sont venus après lui, dont le Verrier, dans la fin des années 1800, qui a fait donc des calculs en utilisant donc, la loi de la gravitation universelle, et ces calculs-là ont abouti à l'affirmation qu'il doit exister une planète qu'on a appelée Neptune qui permet d'expliquer l'irrégularité du mouvement de Neptune. C'est-à-dire que cette planète Neptune
avec l'attraction universelle, avait donc une influence sur le mouvement d'Uranus et ça permettait d'expliquer que ces irrégularités donc, se produisaient, et à ce moment-là, ce n'est plus des irrégularités, mais puisque Neptune, on disait qu'il doit y avoir une autre planète qui s'appelle Neptune, et à ce moment-là, le tout formait un système gravitationnel qui devenait cohérent. Et donc on a dit, voilà, il doit y avoir une planète qui s'appelle Neptune, qui se trouve à telle position dans le système solaire, etc. Et donc, vous voyez, c'est une découverte par le calcul uniquement. On n'a pas observé Neptune au télescope à ce moment-là. Et c'est donc, après cette affirmation de Le Verrier qu'on a commencé à faire des observations en pointant les télescopes vers l'endroit qui était donc annoncé par les calculs, et on a découvert, d'ailleurs la même année que la découverte par les calculs, on a découvert qu'il y avait bien une planète qui se trouvait à l'endroit indiqué par le calcul. Donc, vous voyez, la démarche qui a été suivie, c'est on part d'une anomalie dans la trajectoire d'Uranus, on part de l'hypothèse que les planètes doivent suivre les lois de la gravitation, et on fait des calculs avec cette loi-là, et on aboutit à l'existence d'une nouvelle planète, puis on valide cette hypothèse-là par l'expérience et par donc la constatation au télescope qu'il y a bien une planète qui s'appelle Neptune qui se trouve à cet endroit-là. Voilà la démarche scientifique que nous pouvons donc résumer et illustrer à travers cet exemple-là. Maintenant, je passe à la deuxième partie, qui est la démarche métaphysique. Alors, la démarche métaphysique, c'est quoi? La démarche la métaphysique, c'est un peu la connaissance des choses en soi, donc de l'être en tant qu'être en lui-même, donc c'est l'ontologie des phénomènes, et cette connaissance-là, elle est indépendante de ce que peut nous donner, de ce que peut nous révéler l'expérience pratique. Donc, on parle donc de la connaissance de l'être en soi. J'ai cité tout à l'heure l'exemple du mythe de la caverne de Platon. Quand Platon dit que, avec l'expérience des gens qui vivent dans une caverne et qui voient l'ombre d'êtres réels, entre guillemets, qui se trouvent à l'extérieur de la planète, et donc il dit que, donc, en étant dans cette caverne-là, on ne peut pas connaître par l'expérience, par l'observation de l'ombre qu'on voit projetée sur les murs, on ne peut pas connaître l'être en soi, l'être en lui-même. Et donc il faut une démarche particulière de réflexion pour arriver à ces connaissances métaphysiques. Donc on ne parle pas de l'expérience, mais plutôt d'une réflexion et on ne parle pas de choses matérielles, on parle de choses plutôt immatérielles qui ne sont pas perçues par les sens. Donc on parle de l'âme, de la conscience, etc. Et donc on essaye donc d'expliquer cette chose en soi à travers donc une démarche métaphysique. Et donc le type de question qu'on se pose, c'est par exemple qu'est-ce que l'univers, pourquoi est-ce qu'il existe, comment il a été créé, etc., etc. Alors que vous avez vu que dans la démarche scientifique, on ne pose pas les mêmes questions, on ne dit pas pourquoi l'univers existe, on dit l'univers existe, comment il a évolué. Donc voilà un peu la grosse différence. Alors peut-être des exemples de l'histoire au niveau de la métaphysique chez les Grecs, puisque les Grecs, à chaque fois qu'on parle de métaphysique, on évoque donc l'expérience des Grecs. Les Grecs considèrent que la métaphysique, c'est la philosophie première. Et c'est elle qui traite des premiers principes, des premières causes, etc. Et la métaphysique, elle est considérée comme étant à la fois une ontologie et une théologie. Donc une ontologie parce que c'est un discours sur l'être en tant qu'être en soi,
et c'est une théologie parce qu'elle s'intéresse à ce qui est au-delà de la nature elle-même, et elle parle des premiers principes, de la science du divin, tout ça. Et donc, alors que chez les Grecs, la physique n'est pas considérée comme une philosophie au même stade que la philosophie, que la métaphysique, donc c'est une philosophie qui est considérée comme philosophie seconde. Elle vient en deuxième lieu, donc il y a la métaphysique qui est la philosophie première, et la physique qui est la philosophie seconde, parce qu'elle traite de la matière en elle-même et du mouvement, etc. Donc, il y a disons, une hiérarchie dans les domaines donc, de la connaissance, métaphysique en premier, physique en second, et même si, donc, au niveau, même chez les Grecs, on explique bien que la métaphysique et la physique sont deux domaines complètement séparés. Maintenant, donc, je vais vous passer à la troisième partie en expliquant et en faisant le parallèle, disons, de façon plus directe, de certains déterminants de la métaphysique et de la physique, et d'essayer de les comparer entre eux pour bien faire apparaître cette différence entre les deux domaines. Donc si je prends un premier point, donc au niveau de la métaphysique, on va dire la métaphysique travaille sur les choses immatérielles. Donc on a dit elle travaille sur l'être, sur l'esprit, et donc la métaphysique traite de tout ce qui existe en dehors de nous, donc les choses en soi, et qui sont dont on peut trouver la manifestation dans des éléments naturels. Mais elle traite de tout ce qui est donc immatériel en elle-même, les choses en soi. Alors que la physique, elle travaille sur la matière elle-même et elle traite des choses réelles que l'on manipule, que l'on voit tous les jours et qui sont produits par l'expérience quotidienne des gens. Donc, première différence, métaphysique traite de l'immatériel, la physique traite de la matière et du réel. Deuxième différence, donc, la métaphysique, c'est une démarche plutôt individuelle et a priori. Pourquoi individuelle? Parce que la métaphysique, elle parle de la pensée de l'individu. Chaque individu a une certaine pensée de ce que peut être les choses en soi, de ce que peut être l'origine de l'univers, etc. Et donc, c'est l'individu qui détermine la justesse et la véracité de ce qu'il affirme. Et donc, c'est lui qui fait un jugement a priori sur les domaines dont il parle. Alors que dans la physique, c'est une démarche qui est collective, qui est vérifiable, qui est réfutable. Pourquoi collective? Parce que quand un scientifique fait une découverte, eh bien, il la soumet à la communauté scientifique pour obtenir leur validation et pour éventuellement savoir si elle est réfutable ou pas. Donc, à chaque fois qu'il y a une découverte scientifique, il y a donc des comités d'experts qui analysent cette théorie, qui font des expériences, des contre-expériences et qui essayent de tester, de voir s'il y a des contre-exemples qui vont réfuter cette démarche physique. Et donc, la démarche physique n'est pas une démarche individuelle, c'est une démarche collective et qui est vérifiable et réfutable. Voilà une deuxième différence importante. Troisième différence, qui je pense peut-être est l'une des plus importantes, c'est que dans la métaphysique, il s'agit de concepts plutôt figés qui parlent des choses en soi. Hein. Donc, quand on parle d'une chose en soi, par définition, on découvre une chose en soi et donc elle est figée, c'est l'origine elle-même et c'est ce qui explique l'existence de la chose en elle-même. Donc c'est quelque chose qui est figé. Alors que dans la physique, on a toujours des concepts qui sont en évolution et qui donc
viennent, on a dit tout à l'heure que la physique peut contredire même des découvertes physiques antérieures. Donc une découverte physique, elle est valable à un instant donné, mais elle évolue toujours, et on a toujours donc une possibilité de faire évoluer les concepts qu'on a découverts. Et donc je cite ce qu'a dit Bachelard, qui a beaucoup travaillé sur les concepts de la physique, et qui a donc dit qu'il n'y a pas, en physique, il n'y a pas de vérité première, il n'y a que des erreurs premières. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité première, parce que quand on découvre une vérité scientifique, entre guillemets, ce n'est pas une vérité première au sens qu'elle n'est plus soumise à évolution, mais c'est une erreur première, parce qu'elle est soumise à, justement, contestation, et il y aura certainement une autre théorie qui viendra contredire ou faire évoluer la théorie qu'on a découverte. Donc il n'y a pas de vérité première, il n'y a que des erreurs premières. Voilà donc une troisième disons, différence très importante entre la métaphysique et la physique. Alors quelques exemples maintenant pour illustrer tout ça qui semble peut-être un peu, même beaucoup abstrait. Plusieurs exemples sur les différences entre physique et métaphysique en, disons, traitant des phénomènes donc, pratiques. Le premier phénomène, c'est le concept ou la découverte de l'atome en lui-même. Quand on dit que la matière est constituée d'atomes, eh bien, on peut dire que cette notion d'atome, elle existait depuis les Grecs. Donc, c'est les Grecs qui ont parlé les premiers qui ont parlé d'atomes. Ils ont dit que la matière était constituée d'atomes, c'est-à-dire que l'atome, même le terme, ça veut dire quelque chose qui est insécable. Et donc, Démocrite avait dit que si on prenait de la matière, qu'on la découpait, on découpe, on divise par deux, par deux, par deux, par deux, eh bien, on ne peut pas faire ça à l'infini. Et il arrive un moment où on trouve une particule qu'on ne peut plus découper, et cette particule-là, il l'a appelée atome. Donc, vous voyez que cette découverte, entre guillemets, de l'atome chez les Grecs ne suit pas du tout une démarche physique, à savoir que c'est une découverte par la pensée. On n'a pas fait d'expérience pratique en observant ou en faisant des expériences indirectes pour dire que voilà, on ne peut pas découper de la matière jusqu'à l'infini. C'est une affirmation par la logique et par la pensée qui arrive à cette conclusion. Si on fait le parallèle avec le concept d'atome aujourd'hui, l'atome tel que conçu par la démarche physique, eh bien cet atome-là, il a été, disons, affirmé à travers donc des expériences physiques. Alors pas direct, on n'a pas observé l'atome à l'époque, mais on a fait des expériences à l'époque. On avait commencé par découvrir l'électron en 1897 par Thomson, et suite à cette découverte, on a fait d'autres expériences. C'est Rutherford qui a utilisé les électrons pour bombarder des feuilles d'or par des protons, et il a fait donc des hypothèses en disant que l'atome comporte plusieurs particules positives et négatives, et il a pu, avec des expériences, ces expériences de bombardement des feuilles d'or par des protons, il est arrivé à la conclusion qu'il doit y avoir une particule élémentaire qui donc s'appellera donc atome, et qui aboutit à ce qu'on appelle le modèle planétaire de l'atome, c'est-à-dire qu'il y a un noyau qui a une charge positive et qui est entouré par un électron ou des électrons qui gravitent autour de l'atome, qui ont une charge négative. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le modèle planétaire de l'atome, et donc ce modèle planétaire a été découvert par une démarche physique qui est
donc conforme à la démarche physique que j'ai expliquée tout à l'heure, donc qui part d'une expérience, qui part d'hypothèses et qui arrive donc à une conclusion qui est donc confirmée par des mesures et des expérimentations. Même si l'atome n'est pas observé à l'époque, soit au microscope ou autre, mais on l'a affirmé à travers des calculs et à travers donc des expériences qui ont permis de valider le modèle de l'atome planétaire. Bien sûr, après ce modèle-là a évolué, après on ne parle plus de modèle planétaire, mais de nuages d'électrons qui tournent autour de l'atome, etc., etc. Donc ça montre toujours que la découverte scientifique n'est pas figée et qu'elle évolue donc en fonction de l'évolution des connaissances physiques. Deuxième expérience, c'est la notion de lumière et de vitesse de la lumière. Si on prend cet exemple-là, eh bien dans la métaphysique, le concept de lumière est un peu ambigu et on considérait que la lumière c'est plutôt un rayonnement divin et qu'elle était composée de particules multicolores et cela donc depuis l'Antiquité, depuis les Égyptiens avaient même des illustrations qui montraient que des faisceaux de lumière comportaient des grains multicolores pour expliquer donc ce qu'était la lumière, et on considérait que la vitesse de la lumière était infinie et qu'il n'y avait pas donc de limite à cette vitesse de la lumière, puisqu'elle est considérée comme un rayonnement divin. Et donc voilà comment en métaphysique on considérait, on avait la compréhension de la lumière. Alors bien sûr ce concept a évolué historiquement, il y a eu même des penseurs et des penseurs arabes comme Ibn al-Haytham qui a beaucoup travaillé sur le concept de lumière et qui a considéré que la lumière provenait de sources lumineuses et qui va illuminer l'œil, alors qu'avant on considérait que c'est l'œil qui était à l'origine de la lumière. Donc tout ça, ça a beaucoup évolué, mais le concept lui-même était que la lumière était quand même un rayonnement divin et composé de particules multicolores. Ça c'est la partie, disons, compréhension de la lumière chez la métaphysique. Au niveau de la physique, par contre, on considère que la lumière, aujourd'hui, est composée de photons, donc de particules, et qu'il y a une propagation de la vitesse de la lumière, donc avec une vitesse qui est une vitesse finie. Ça c'est l'hypothèse d'Einstein qui a donc dit que la lumière se propageait à une vitesse finie, 300 000 km/s à peu près. Et on a commencé à dire, alors là aussi dans la théorie physique, que la lumière était au début considérée comme étant une onde. Donc ça c'est depuis Newton, c'était Newton lui-même qui considérait que la lumière était d'abord corpusculaire, puis il a été contredit en disant par Huygens, tout ça à la même période, dans les années 1670, Huygens disait que la lumière était une onde en faisant des expériences de diffraction de la lumière, et donc il y avait un débat entre ces deux théories, lumière corpusculaire ou lumière ondulatoire, et donc il y avait les deux concepts qui existaient, et jusqu'à les années 1800-1815 avec Fresnel qui a affirmé que la lumière était plutôt ondulatoire, et au XXe siècle on a trouvé un autre concept, on a dit que c'est à la fois ondulatoire et corpusculaire, et on a donc émis la théorie de la dualité onde-corpuscule avec la physique quantique notamment, et on a donc
émis une autre théorie, une nouvelle théorie de la lumière qui consiste à, entre guillemets, concilier cette notion de lumière ondulatoire et lumière corpusculaire, et en théorisant cette notion de photons et de composition de la lumière. Mais tout ça toujours à travers des expériences physiques. Je cite l'expérience de Jung avec les fentes de Jung, etc., donc qui est arrivé à des conclusions célèbres au niveau de la mécanique quantique pour donc confirmer cette notion de dualité onde-corpuscule. Voilà, donc deuxième expérience. Troisième expérience, peut-être le troisième exemple, c'est la notion de Big Bang, donc le fameux exemple du Big Bang, qui, donc, au niveau de la métaphysique, considère que avant le Big Bang, parce que j'avais dit à l'époque que la théorie du Big Bang était une théorie qui était bien acceptée par les religions. Ce n'est pas quelque chose qui est contraire à la religion, mais la grosse différence, c'est que dans la métaphysique, on dit que avant le Big Bang, il y avait quelque chose, et donc il y avait une création d'un univers. Donc on parle de la genèse de l'univers, alors que dans la physique, on dit il y a eu un Big Bang, mais on ne peut pas savoir ce qu'il y a eu avant le Big Bang. On ne peut pas le savoir. Pourquoi? Parce que il y a le fameux mur de Planck qui existe à quelques fractions de secondes près, 10 puissance moins 43 secondes près avant le Big Bang, après le Big Bang, pardon. Et donc, on ne peut pas aller avant cette phase du mur de Planck parce que les lois de la physique ne s'appliquent plus avant ce mur de Planck. Pourquoi? Parce que la matière n'existe plus comme on la connaît aujourd'hui, donc il n'y a plus, les lois de la physique ne sont plus applicables. Donc, on ne peut plus parler de domaine de connaissance de la physique avant le mur de Planck. Donc, pour cet exemple-là du Big Bang, qui est très illustratif, on voit bien comment opère la physique et la métaphysique. La métaphysique parle d'avant le Big Bang et elle explique ce qu'il y avait avant le Big Bang, alors que la physique, elle dit « je m'interdis de parler de l'avant Big Bang parce que je ne peux pas en parler, les lois de la physique ne permettent pas de parler d'avant le Big Bang. Je ne peux faire que la connaissance de ce qui s'est passé à partir du mur de Planck jusqu'à maintenant, et je peux donc décrire l'évolution de tous ces phénomènes de formation de l'univers, donc disons la chronologie des événements qui se sont passés. Et je vais répéter encore la fameuse affirmation du pape Jean-Paul II en 1992, qui a reçu le physicien Stephen Hawking, qui lui a dit la chose suivante. Il lui a dit « Vous êtes physicien, vous avez parlé du Big Bang, c'est très bien, mais que l'on soit d'accord, ce qui s'est passé après le Big Bang, c'est pour vous, c'est-à-dire c'est pour les physiciens, ce qui s'est passé avant le Big Bang, c'est pour nous, c'est pour la religion. » Et donc, vraiment, cette affirmation-là résume très bien la différence entre les concepts métaphysiques et les théories physiques. Voilà, et donc je conclus par la chose suivante, c'est que, ce que j'avais dit au début, c'est que à chacun son domaine, ça veut dire que la métaphysique parle de choses, la physique parle d'autre chose, la physique, elle suit une démarche qui est basée sur l'expérience, sur l'analyse, et elle arrive à connaître et à expliquer, à prévoir aussi des phénomènes physiques, alors que la métaphysique, elle est plutôt une démarche de pensée individuelle pour tenter de comprendre des phénomènes au-delà des phénomènes physiques. Et donc, vouloir justifier donc, des théories scientifiques modernes en faisant référence à des textes sacrés, par exemple, c'est ce qui est le plus dangereux parce que ça aura tendance à figer la démarche scientifique et à
ne plus permettre de remettre en question des découvertes scientifiques qui ont toujours évolué et qui ont toujours permis de remettre en question beaucoup de concepts qu'on supposait évidents avant d'avoir découvert ces nouvelles théories scientifiques. Donc voilà un peu, pour conclure, la chose importante à laquelle je voulais arriver, c'est que ne pas mélanger la physique et la métaphysique, chacun a son domaine. On ne dit pas que l'une est meilleure que l'autre, ça n'a pas de sens, mais chaque disons, approche a son domaine d'intervention, chacune parle de concepts et chacune opère dans un domaine qui lui est propre, et il ne faut pas qu'il y ait une interférence entre ces deux phénomènes et ces deux approches. Et voilà, je vous remercie.